Bienvenue à Parlons Sécurité. Mon nom est Graziella Charles. Mon invité aujourd'hui est Gilles Lucas, qui s'est joint à l'équipe de l'École de formation internationale du développement des compétences en tant que consultant en organisation, notamment pour le contenu du cours SIAM. Monsieur Lucas, bienvenue à Parlons Sécurité. Bonjour, merci de m'accueillir. Mon plaisir. Moi, que veut dire l'acronyme SIAMS et de quelle façon cette formation aidera les agents de sécurité dans l'avancement de leur carrière? D'abord, l'acronyme SIAMS, comme on l'emploie, ça veut dire c'est d'abord une spécialisation en intervention adaptée pour les milieux de santé et de services sociaux. Donc, en fait, c'est une formation qui est dispensée par l'EFIC, qui permet de pouvoir aider les agents de sécurité à comprendre. Hey, salut les agents de sécurité du Québec, j'interromps Parlons Sécurité 30 secondes juste pour vous demander de commenter, liker ou partager cette vidéo. Ça va nous aider à battre l'algorithme de YouTube. Donc, commentez, partagez, likez cette vidéo. De retour à Parlons Sécurité. Et appréhender tout ce qui a trait au réseau de la santé et des services sociaux, de comprendre c'est quoi les enjeux, les différents types d'établissements que compose le réseau, de savoir c'est quoi le réseau déjà, parce que souvent on va parler du réseau de la santé, mais sans forcément connaître un petit peu toutes les spécificités. Donc le SIAM, c'est cette partie-là, c'est d'abord donc une partie, j'ai envie de dire, un peu théorique, sur ce qu'est le réseau de la santé, les spécificités, etc., mais également tout ce qui a trait aux compétences de savoir-être, de développement sur ces aspects-là, comme par exemple savoir désamorcer une situation, tout ce qui a trait à la communication, à la pacification, et également tout un volet qui a trait, je dirais, à plus l'intervention en tant que telle. Donc, c'est un petit peu ce que recouvre le SIAMS. OK, très bien. Et puis de quelle façon qu'un agent peut, en suivant ce cours-là, de quelle façon que ça va le faire avancer sa carrière, en fait? Ben, faire avancer sa carrière parce que je pense il y a un écart aujourd'hui entre, je dirais, ce que demande le réseau de la santé. Alors, quand je parle du réseau, c'est au sens large, hein, et ce que peuvent proposer les agences. Donc, entre les deux, il y a comme un écart. Pour un agent de sécurité, quelquefois, on va les placer. Alors, on va dire, bah, tu vas aller dans tel hôpital ou dans tel CHSLD ou un centre de réadaptation ou un centre jeunesse, etc., sans forcément savoir à quoi ça correspond. Donc, ce que va apporter le SIAMS en plus, c'est à un agent, par exemple, de dire, OK, ben moi, je suis formé. Donc, pour une agence, en fait, c'est bon des deux côtés. C'est-à-dire à la fois pour l'agence qui va savoir qu'elle a des agents qui sont formés pour le réseau de la santé, puis en même temps pour le réseau, pour les établissements qui vont savoir, qui vont avoir justement des agents qui sont formés réseau de la santé. Donc, je dirais l'avantage qu'il y a derrière euh, pour le, pour l'agent de sécurité, pour sa carrière, c'est l'orientation au départ. C'est cette orientation-là. Et puis, quelquefois, il peut y avoir des agents de sécurité qui vont faire cette formation parce que ça va leur permettre de mieux comprendre le réseau et peut-être de se dire, bah, peut-être que le réseau, c'est pas fait pour moi. Voyez. Puis, je pense que c'est important de bien comprendre les enjeux du réseau. Ça n'enlève pas qu'à l'intérieur du réseau de la santé, il y a les formations, il y a l'orientation qui est donnée généralement par les centres. Ce qui est normal, puisque chaque centre va avoir ses spécificités en fonction de la population, en fonction des établissements qu'il compose. Alors, il y a des CIUS, il y a des CIS et des établissements non fusionnés. Les CIUS, ce sont les centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux, donc ils sont souvent rattachés à une université. Et puis, il y a les CIS, donc là, on enlève le U parce qu'ils ne sont pas forcément rattachés à une université. Et puis, il y a les établissements non fusionnés, donc qui sont essentiellement des établissements qui, de par leur mission et leur spécificité, vont faire en sorte qu'ils ne peuvent pas s'intégrer ou qu'ils n'ont pas été intégrés dans la réforme qui a eu lieu il y a quelques années. Donc, pour un agent de sécurité, juste de comprendre ces éléments-là, de savoir vers où il ou elle va se diriger, euh, c'est déjà un point important dans sa carrière. C'est aussi, je dirais, un degré supplémentaire d'employabilité. D'accord, très bien. Et puis, dites-moi de quoi le cours est-il composé? Vous m'avez parlé d'un volet, bon, intervention, aussi d'un volet de
un petit peu préventif dans le sens qu'on, comment je pourrais dire, excusez-moi, dans le sens qu'on prévient une action ou un comportement, on décèle des comportements. Donc, de quoi le programme est-il composé, plus Ah, spécifiquement? hmm. Le programme il est composé, alors effectivement, il y a la base du programme. Donc là, on a toute une première partie qui va traiter du cadre légal et réglementaire. Alors, on va survoler rapidement le cadre réglementaire des agents de sécurité parce que lui, normalement, il est vu au BSP. Mais on va intégrer dedans les cadres réglementaires du réseau de la santé et des services sociaux, donc tout ce qui a trait, effectivement, par exemple, à la réforme et puis de comprendre où est-ce qu'il se situe. Ensuite, on va avoir tout un volet sur expliquer ce qu'est le réseau de la santé et des services sociaux. Donc, de manière assez importante, où là, on va vraiment décortiquer de quoi est composé, quelle est la clientèle, etc. etc. Ensuite, on va avoir une partie éthique, parce que c'est un enjeu important, l'éthique, surtout en santé, parce qu'on parle souvent d'éthique clinique ou d'éthique de recherche, mais il y a l'éthique au sens large, et les agents de sécurité, évidemment, sont souvent confrontés à ces aspects-là. On va parler également, je dirais, de l'aspect des personnes, des biens et des données. Alors ça, c'est un aspect important parce que effectivement, un agent de sécurité, il a toute une palette de choses à faire au sein d'un établissement. Il y a la sécurité intérieure, il y a tous ces aspects-là, mais il y a aussi un autre élément important, c'est la sécurité des données. Alors vous allez me dire peut-être que c'est les services informatiques qui sont en charge de faire ça. Vous savez, dans un réseau, dans le service du réseau de la santé, c'est toute une chaîne d'acteurs. Et je donne un exemple, si un agent de sécurité, en faisant sa ronde, il voit qu'il y a un ordinateur qui est déverrouillé, dont on peut avoir les accès facilement aux données, ben là aussi, c'est le moment de tirer la sonnette d'alarme, de dire que ça fait partie de la sécurité. Il y a un projet de loi là, qui arrive bientôt, le projet de loi 64, donc, qui a trait à la modernisation de la protection des renseignements personnels et de l'exploitation des renseignements personnels, où vraisemblablement, on va, pour la première fois ici, là, indiquer que les renseignements de santé sont des renseignements sensibles. Alors ça, c'est très important, cet aspect-là, parce qu'il y a toute une chaîne derrière ça. Il faut que les centres de santé commencent à réfléchir à comment protéger les données. On le voit très bien, hein, on l'a vu récemment avec les fuites qu'il y a eu dans les grandes organisations. Alors vous allez me dire, oui, mais on est loin de l'agent de sécurité. Ben, pas forcément, parce qu'effectivement, un agent de sécurité, toute la confidentialité des informations va être amenée à devoir regarder ça de plus près dans la manière dont les gens vont interagir, par exemple. Donc, le respect des ligues de confidentialité, etc., etc. Ensuite, on a un deuxième élément dans cette formation qui est ce qu'on appelle les cadres d'intervention, dans lequel on va aborder la question des codes couleurs. On entend souvent, il y a un code rouge, il y a un code bleu, etc. Alors, il y a une nomenclature qui est générale à l'ensemble des établissements. Alors, évidemment, chaque établissement va avoir quelquefois ses codes qui sont spécifiques, mais j'ai envie de dire, c'est là où l'orientation à l'intérieur de l'établissement va être importante. Parce que de toute manière, quel que soit l'établissement, il y aura toujours une orientation qui va être donnée au départ à l'intérieur, ne serait-ce que pour connaître l'environnement, et puis des fois des éléments très particuliers, parce qu'on ne va pas travailler de la même manière dans un hôpital pédiatrique qu'on va travailler dans un CHSLD, etc. Donc les codes couleurs principaux, donc ça on va les aborder. Ensuite, on va avoir tout ce qui a trait au fonctionnement dans un centre de soins. Comment on fonctionne dans un centre de soins? Évidemment, là, on va parler de généralité, mais déjà, ça va être des éléments importants pour que l'agent ou l'agente de sécurité puisse intégrer tout de suite en disant « Ah, ça fait partie des choses auxquelles il faut que je pense. » Ensuite, bien évidemment, et puis j'ai envie de dire, ça devrait être dans toutes les formations, peu importe le domaine, tout ce qui a trait à la prévention, au contrôle des infections. Ça, c'est un élément important. On l'a vu depuis 1 an et demi, on est confronté à ça. Mais c'est important parce que les agents de sécurité et les agentes, souvent, lorsque les patients ou les familles des patients vont venir donc dans le centre, c'est les premiers qui vont souvent rencontrer.
c'est aussi l'image, quelque part, de l'établissement. Donc, on a tout ce volet-là. Ensuite, on va avoir la troisième partie qui correspond à l'intervention. Enfin, les interventions, je devrais dire. Donc, c'est-à-dire l'environnement, comprendre comment on intervient dans cet environnement-là, mais également tous les aspects de communication. Alors, quand on parle d'aspects de communication, de mémoire et dans ma carrière, j'ai rarement entendu qu'on a sorti quelqu'un comme ça de l'établissement de santé. On n'est pas dans l'usage de la force dans le réseau de la santé. On ne parle pas de ça. On parle plus de pacification, on parle plus de communication interpersonnelle, de désamorcer des situations, d'un peu d'isoler quelquefois les gens. Et puis, à l'intérieur de ça, il y a tout un tas d'éléments. Il y a aussi bien la clientèle que les employés, etc., etc. Donc, ça demande des habiletés de communication très importantes de par l'agent de sécurité. Vous savez, alors, une grande majorité vont avoir l'uniforme. Donc déjà, il y a l'aspect un petit peu dissuasif de l'uniforme qui existe, mais il y en a beaucoup qui vont, par exemple, ne pas avoir d'uniforme, comme dans les centres jeunesse ou d'autres endroits. Donc, je dirais la communication, c'est le nœud de l'intervention, c'est l'élément important de l'intervention. Alors évidemment, il y a les cas extrêmes d'intervention, où là, effectivement, à l'EFIC, on enseigne également ces cas extrêmes. Encore une fois, c'est vraiment là à la marge. D'accord. Vous avez mentionné 2 points intéressants, pendant votre intervention. Donc j'ai des questions suite à ça. Le profil des candidats, le profil des gens qui peuvent travailler dans des centres, en fait, dans le milieu de santé, est-ce qu'il est le même que n'importe où ailleurs? Ou il faut vraiment avoir un profil particulier ou c'est un profil qu'on peut travailler? Mais je pense qu'il y a plusieurs éléments de réponse. Il est bien évident qu'il y a des compétences, il y a un savoir-être dans le réseau de la santé qui est nécessaire. Parce que la population, c'est pas une population, c'est pas un centre de loisirs. On va pas dans un hôpital parce qu'on ne sait pas quoi faire un dimanche, on va dire on va aller faire un tour à l'hôpital. On y va parce qu'il y a un besoin, puis généralement, il y a derrière ça un stress, il peut y avoir une angoisse, il peut y avoir beaucoup d'éléments qui vont faire qu'on s'en va dans un centre hospitalier ou dans un centre jeunesse ou peu importe, ou un centre de réadaptation, on n'y va pas de gaieté de cœur généralement. Donc, c'est sûr que ça va demander à avoir des compétences, des relations interpersonnelles assez bonnes, d'avoir de l'empathie, d'avoir donc tous ces éléments-là qui vont faire que on va être rassuré par l'agent de sécurité aussi, d'une certaine manière. Donc, j'ai envie de dire, oui, c'est sûr qu'il y a des prédispositions. C'est pour ça que c'est important, dans la formation du SIAMS, de bien comprendre le réseau de la santé. Parce que peut-être que quelqu'un qui va faire la formation du SIAMS va dire hey, « c'est peut-être pas forcément pour moi ». Et c'est très bien, à la limite, j'ai envie de dire, parce que c'est gagnant pour tout le monde. C'est-à-dire que si cet agent de sécurité ou cette agente souhaite intégrer autre chose que le réseau de la santé, parce que c'est quelqu'un qui est trop sensible je dirais, à certaines choses, ou au contraire, qui n'est pas sensible, qui va se dire bah non, moi je préfère avoir quelque chose de carré, j'ai pas envie d'avoir interaction avec les gens. Il y a toutes sortes de personnes, et puis justement, la bonne personne au bon endroit, c'est important aussi. Par contre, on peut aussi développer, et c'est ça, c'est ce que propose dans le développement des compétences, on peut développer des éléments. Et l'EFIC, c'est ce que propose l'EFIC, c'est-à-dire de développer ces compétences d'interaction, de communication, qui sont des éléments qui sont très importants, de comprendre comment désamorcer, de pouvoir se mettre des fois dans les chaussures de l'autre pour dire mais comment ça se fait que cette personne-là, elle agit de telle ou telle manière. Puis vous savez, le réseau de la santé, même si on a l'impression que c'est grand, c'est quand même relativement petit. C'est-à-dire qu'on retrouve toujours à peu près les mêmes acteurs à un moment ou à un autre qui reviennent, qui repartent, etc. Donc c'est important qu'il y ait justement cette excellente communication qui se fasse. OK, excellent. Justement, en parlant de développer les compétences, donc c'est quelque chose que j'ai remarqué sur votre profil LinkedIn. Vous avez mentionné ce terme-là, puis aussi sur le site web de l'EFIC. Si on peut justement développer un petit peu là-dessus, donc vous avez mentionné la communication, comment être un meilleur communicateur, comment
désamorcer des situations. Est-ce que vous pouvez y aller un petit peu plus en profondeur? Qu'est-ce que ça veut dire de développer ces compétences? Et puis de quelle façon vous faites pour cibler, en fait, comment une personne peut savoir c'est quoi ses compétences, en fait? En fait, de plus en plus, aujourd'hui, on parle de référentiel de compétences au sein des organisations. Donc, un référentiel de compétences, souvent, il est accolé à un poste ou à un type d'emploi, mais également aux valeurs de l'organisation. Donc, donc, un référentiel de compétences, normalement, chaque organisation les développe. Donc là, on est vraiment dans les ressources humaines pures. Et dans ces compétences-là, ben, on va aller chercher, alors si on prend spécifiquement les agents et les agentes de sécurité dans le réseau de la santé, alors effectivement, il y a toutes les notions de communication, il y a aussi toutes les notions de leadership, comment être un bon leader d'une certaine manière, parce qu'il y en a qui n'ont pas forcément vocation à vouloir leader quelque chose. Donc, on a besoin de tout le monde, hein. C'est vraiment important. Donc, je dirais, ce développement des compétences, c'est d'abord et avant tout de bien se connaître soi-même, de travailler sur nos points forts. Donc, de se dire, par exemple, si quelqu'un a une excellente manière de communiquer, d'aborder certaines problématiques qui peuvent être compliquées, ne serait-ce, je donne un exemple. Puis là, on ne va pas parler de clientèle, on va dire que il y a des employés qui sont un peu problématiques et puis qu'à un moment, il y a une rencontre entre les ressources humaines et puis certains employés, puis qu'il y a une crainte parce qu'on peut penser que l'employé peut un petit peu exploser ou quelque chose comme ça. Donc, il y a toute interaction. Donc, c'est important, par exemple, de comprendre qu'il y ait, par exemple, un agent de sécurité qui ait une compréhension rapide des situations, donc une capacité d'analyse très rapide d'une situation. On peut donner cet exemple-là. Et on peut avoir la même capacité d'analyse, par exemple, lorsque un agent de sécurité va devoir travailler dans un centre de recherche où il y a des produits dangereux, etc., lorsqu'il va faire sa ronde et qu'il comprenne certains éléments en disant « Oh, il y a un risque d'incendie à tel endroit », parce qu'il aura eu la formation, parce qu'il aura eu tous ces éléments-là. Donc, le sens de l'analyse, par exemple, va faire partie de ces compétences que l'on va rechercher. Donc, et puis, il y a tout un panel de compétences. On va aller chercher également des compétences d'enseignement, de pouvoir passer l'information, de pouvoir transmettre cette information. Donc, vous voyez, il y a tout un panel de compétences, encore une fois, qui sont adaptées à la fois au réseau de la santé, mais également au type de poste. Puis c'est important, j'insiste toujours sur cet aspect-là, parce que je pense que lorsqu'on a quelqu'un qui se développe, que ce soit un agent de sécurité, que ce soit un agent administratif, peu importe. Lorsqu'il y a quelqu'un qui se développe et qui va chercher ces compétences-là, faut que ce soit valorisé. C'est vraiment important que ce soit valorisé. Parce que cette personne-là va être heureuse dans son travail. Puis je pense que c'est ça. Une personne heureuse dans son travail, on le sait très bien, c'est une personne qui va être beaucoup plus efficace et beaucoup plus efficiente. Exact. Et puis, donc, dans quel type d'emploi l'agent ayant terminé le SIAMS pourra-t-il se diriger? Puis quel genre d'employeurs pourront l'embaucher? Par employeur, je comprends qu'il y a des agences de sécurité qui pourront les embaucher, mais est-ce qu'il y a des centres ou des employeurs à l'interne qui pourraient les embaucher? Et si oui, quels sont-ils? En fait, oui. C'est-à-dire que c'est sûr que c'est les agences essentiellement qui aujourd'hui vont recruter des agents de sécurité pour pouvoir ensuite les répartir selon les demandes. Il y a quelques établissements qui ont leur propre agent de sécurité, ça existe aussi. Donc ça, effectivement, c'est un élément important. Il y a également tout ce qui est RPA, les résidences pour personnes âgées. Parce on peut imaginer que dans une résidence de personnes âgées, il ne se passe pas grand-chose, mais il peut y avoir des éléments importants, ne serait-ce que les rondes de sécurité, ne serait-ce que cette communication. Vous savez, plus les personnes vieillissent, plus ils ont besoin de sécurité. D'accord, ça, c'est dans la typologie, on va dire, de l'évolution en âge, d'une certaine manière. Donc, ils ont besoin d'être rassurés. Donc, c'est important d'avoir, par exemple, des agents de sécurité dans les résidences pour les personnes âgées, dans certains cas, notamment la nuit, pour que les personnes se sentent vraiment effectivement en sécurité. Donc, je dirais, il y a tout un panel qui est possible avec le SIAMS, d'autant plus que le SIAMS, on le spécialise à un moment donné, aussi plus loin dans la formation,
notamment pour tout ce qui est résidence de personnes âgées, puis CHSLD, même si aujourd'hui, on a de moins, enfin, c'est pas qu'on a de moins en moins, mais il y a quand même, dans les personnes âgées, dans les CHSLD, on a une population qui varie beaucoup, qui change de plus en plus, parce que centres d'hébergement spécialisés de longue durée, oui, mais longue durée, c'est pas forcément des personnes âgées toujours dedans. Donc, il y a aussi ces aspects-là. Donc, j'ai envie de dire que les agents de sécurité, encore une fois, vont avoir un niveau d'employabilité supplémentaire avec le SIAMS. Donc, en ayant ce niveau d'employabilité supplémentaire, je dirais pour eux, d'un point de vue, on va dire, purement personnel, ben, ils vont être plus outillés quand ils vont arriver dans un établissement. Pour l'établissement, ben, ils vont être un peu plus ouverts en voyant arriver un employé qui a déjà cette formation-là. Donc, pour eux, c'est comme, OK, il sait où il met les pieds, ou elle met les pieds. Donc, ça aussi, c'est important. Ensuite, d'un point de vue financier, il y a certaines agences qui proposent jusqu'à 3,25 $ supplémentaires avec cette formation-là, parce qu'ils savent très bien que ben, les établissements qui vont faire affaire avec les agences vont pouvoir avoir des agents de qualité qui sont déjà formés. Donc, il y aura un turnover qui va être un peu moins important. On ne va pas en renvoyer en permanence en disant « non, la personne ne fait pas l'affaire parce qu'elle n'a pas compris ce que c'était que le réseau de la santé, ou elle n'est pas adaptée, ou elle n'arrive pas à intervenir dans certains cas », en sachant que les interventions, souvent, là, c'est souvent les équipes cliniques qui vont faire les interventions. Et que l'agent de sécurité va essentiellement être là en soutien s'il y a quelque chose. Donc, voilà. Donc, pour répondre, parce que j'ai l'impression que des fois, je suis un peu passionné par le sujet, donc forcément, j'ai un peu l'impression d'aller un peu dans pas mal de choses, mais je dirais, c'est sûr que pour l'employeur, d'avoir un agent formé, c'est une plus-value, c'est une sécurité aussi d'une certaine manière, parce qu'il va voir derrière un agent ou une agente de sécurité qui a ces compétences-là, qui a déjà travaillé et a déjà réfléchi sur cette question-là. Et mine de rien, c'est important. C'est important d'avoir réfléchi au fait de dire, ben là, je ne m'en vais pas travailler dans un centre industriel, je ne m'en vais pas travailler sur une surveillance de chantier, je ne m'en vais pas travailler dans une usine, je m'en vais travailler où il y a des humains, où il y a des personnes qui sont quelquefois dans des situations difficiles. Et mon rôle, c'est de m'inscrire dans cette chaîne de soins. Alors, ce n'est pas un soin direct au patient, mais malgré tout, c'est un support important pour la chaîne de soins. D'accord, c'est très bien illustré. C'est d'avoir le mindset, un peu l'état d'esprit que c'est dans cet environnement-là que je vais être et puis je dois m'adapter à cet environnement-là, en fait. D'autant plus que les agents de sécurité, lorsqu'ils vont arriver en étant formés, en connaissant bien les éléments, pour l'employeur, ils vont avoir envie peut-être de le développer un peu plus. Parce que dans certains centres, vous n'avez pas que des agents de sécurité au sens propre, vous avez des agents de sécurité qui vont être spécialisés en intervention, d'autres plus en faisant de la patrouille, d'autres plus pour aller à l'accueil. Il y a tout un tas de possibilités au sein d'un établissement. Donc, c'est sûr que c'est important d'avoir pour l'employeur quelqu'un qui est formé, qui sait où il vient. OK, très bien. Et puis justement, par rapport à la formation, vous dites à l'interne, est-ce que l'agence suivra une deuxième formation à l'interne ou le SIAMS carrément pourra remplacer cette formation-là? Quand vous parlez de formation à l'interne, les formations, une fois embauché. Oui. En fait, dans les formations à l'interne, chaque établissement a son orientation parce que autant d'établissements, autant de spécificités. Donc, nous, on ne peut pas arriver en disant ben, on va former, on va prendre le relais pour une formation spécifique dans un centre de recherche qui est spécialisé dans telle et telle chose. Nous, on ne peut pas. Parce que chaque établissement, alors dans les SIUS, dans les SIS et dans les établissements non fusionnés, vous avez des spécificités et puis vous avez par exemple les mesures d'urgence. Vous avez des processus de mesures d'urgence qui sont généralement similaires, mais qui peuvent avoir effectivement en fonction du bâtiment, en fonction des sorties, en fonction de tout un tas d'éléments qui vont faire que ça ne peut être que donné par l'établissement.
Nous, au niveau de l'EFIC, alors on a la formation de base pour le SIAMS, mais on va avoir par contre des spécificités. On va pouvoir offrir à l'agent pour qu'il se développe une spécificité en psychiatrie, par exemple, ou une spécialité en pédiatrie, ou une spécialité, par exemple, en CHSLD ou en centre, ou plus orienté gérontologie d'une certaine manière. Pourquoi? Parce que la population, parce que la clientèle n'est pas la même, les enjeux ne sont pas les mêmes. Dans un centre psychiatrique, par exemple, il y a toute la notion de garde. Donc, effectivement, ce n'est pas quelque chose qu'on va couvrir au départ dans le SIAMS de base. Pourquoi? Parce que c'est tellement spécifique à la psychiatrie qu'on va aborder ces questions-là lors de ces formations-là. Mais toutes les orientations, de toute manière, les établissements, et puis je les comprends, les établissements gardent leur orientation et puis, dans certains cas, c'est obligatoire au niveau syndical d'avoir ces journées d'orientation au départ dans l'établissement. OK, d'accord. Donc, si je comprends bien, pour le SIAMS, il y a plusieurs étapes qu'un agent peut suivre. Donc, la première étape, ce serait peut-être un peu plus général et plus ça va, plus que c'est spécifique. C'est bien ça? Absolument. Et puis, je dirais, on a les outils au SIAMS pour pouvoir aider et pour pouvoir développer les agents. Donc, on a aussi des parcours qui peuvent être plus personnalisés, entre guillemets, à la carte, parce que peut-être qu'un agent va dire, moi, là, j'aimerais vraiment m'orienter en CHSLD parce que j'ai été touché par tel aspect ou parce que, à titre personnel, je me sentirais mieux dans cet élément-là. J'ai besoin d'avoir les outils parce que c'est vraiment là où je veux aller. Vous savez, on va se le dire aujourd'hui, il y a une pénurie d'emplois. Il y a une pénurie d'emplois et dans le domaine de la santé et dans le domaine de la sécurité. Alors, cette pénurie d'emplois, moi, je vois toujours le côté très positif des choses. Ça veut dire qu'à un moment, il faut se reposer les questions. Il faut se dire, OK, s'il y a plus de pénurie d'emplois, comment je peux être attractif en tant qu'employeur et comment je peux me développer en tant qu'employé pour pouvoir être plus à l'aise, pour pouvoir aller vers une carrière qui aujourd'hui m'intéresse. Vous savez, aujourd'hui, c'est les employés qui ont le gros bout du bâton d'une certaine manière. Et puis, c'est très bien dans un sens, parce que ça veut dire que maintenant, on va regarder plus les employés comme des éléments importants. Puis, on va se le dire entre nous, dans le réseau de la santé, on va parler beaucoup des médecins, on va parler beaucoup des infirmières qui sont nécessaires et très importants, mais souvent, on va passer un peu plus sous silence les agents de sécurité, les agents de salubrité, les agents administratifs, alors qu'ils font partie intégrante de la chaîne de soins. Et on en a besoin et ils sont nécessaires. Alors, je pense que c'est aussi l'occasion de revaloriser ces postes-là, de revaloriser ce travail très important que font les agentes et les agents de sécurité dans le réseau de la santé. Donc, pour moi, c'est sûr qu'il y a un avantage pour l'agent de sécurité d'aller chercher cette formation-là parce que ça va à la fois lui permettre de pouvoir se développer, de développer des compétences, puis pas forcément au niveau que professionnel, parce que ça, c'est dans toutes les sphères. Les compétences de communication, ça se développe à tous les niveaux. C'est ça l'avantage. Donc, pour moi, ce que je vois comme élément important, c'est que tout le monde va être gagnant à travers ça. À la fois les employeurs, les agences, mais également les clients des agences, donc les centres, mais également les agents et les agentes. J'insiste toujours sur agentes aussi, parce que c'est important aujourd'hui d'aller vers ces formations qui vont leur permettre vraiment de se développer et de retrouver leur légitimité, leur place. Ils ont déjà leur légitimité, mais surtout leur place, et puis de valoriser cette place qui, pour moi, est vraiment primordiale. Très bien, merci. Et puis, vous qui avez une expertise, en fait, qui avez une compétence dans la gestion des ressources humaines, du point de vue du recruteur, qu'est-ce qui est recherché et remarqué dans une candidature? En d'autres mots, comment un agent de sécurité peut-il se distinguer des autres candidatures? C'est sûr, on en revient toujours à ce savoir-être. On en revient toujours à ça, c'est-à-dire que ce que l'on va chercher, moi en tant que recruteur, moi en tant que responsable des ressources humaines, par exemple, la première chose que je vais faire, c'est regarder si la personne, elle a un bon savoir-être.
si la personne, elle va bien représenter l'organisation aussi d'une certaine manière. Quand je dis bien représenter l'organisation, c'est d'être courtois, d'avoir toujours le sourire, même si des fois c'est pas toujours facile parce qu'on voit des situations qui sont pas faciles, mais d'avoir ces éléments-là, d'avoir un sens de la curiosité, j'ai envie de dire aussi. Moi, je suis très sensible par rapport au fait de voir en face de moi des candidats qui sont curieux, parce que la curiosité, c'est ce qui va permettre à l'agent ou à l'agente de se développer aussi d'une certaine manière, d'essayer d'aller chercher des nouvelles compétences. Donc pour moi, en tant que recruteur, c'est sûr que si je vois quelqu'un qui a juste son BSP, au final, dire bah oui, c'est bien parce que c'est ce qui est demandé d'un point de vue réglementaire. Mais si la personne a quelque chose en plus, dire ah déjà il y a un élément de curiosité. Cette personne-là est allée chercher des outils. Cette personne-là veut se développer. Et il est bien évident qu'en tant que recruteur, je vais plus aller chercher quelqu'un qui a envie de se développer parce que c'est ce dont on a besoin, et encore plus en période de pénurie de main-d'œuvre. Donc, ça veut dire quelqu'un qui va être engagé. Et l'engagement, c'est quelque chose d'important aujourd'hui, surtout dans le réseau de la santé. On l'a vu avec tout ce qui s'est passé depuis 1 an et demi. Jamais on a autant parlé du réseau de la santé, jamais on a autant parlé des faiblesses du réseau de la santé. Et je pense qu'aujourd'hui, ce que les services de ressources humaines, alors que ce soit en agence ou que ce soit dans les centres hospitaliers, vont d'abord aller chercher ces compétences-là, ces compétences de savoir-être, et de curiosité aussi d'une certaine manière, j'ai envie de dire. OK, très bien. Merci pour cette réponse. Et puis, justement, vous avez mentionné la pénurie de main-d'œuvre. Dites-moi, comment qu'un agent de sécurité peut-il profiter justement du fait qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre? Comment il peut mettre ça à son avantage? D'abord par le choix, d'une certaine manière. Aujourd'hui, on n'est plus dans les années 80 où on prenait la première job qui arrivait parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on a ce choix. Puis je trouve ça très intéressant et très positif pour moi d'une certaine manière. Parce que ça oblige, comme je disais tout à l'heure, les recruteurs, ça oblige les employeurs à devoir offrir autre chose. Donc d'avoir ce choix-là, oui, il y a l'aspect financier des choses, c'est pas négligeable, mais il y a tout l'environnement. On va aller chercher aussi un environnement de travail où on va avoir, par exemple, la conciliation travail, vie personnelle. On va avoir quelquefois des avantages avec des abonnements dans les salles de sport ou des formations à l'interne intéressantes ou accès à certains services. Donc, je dirais pour moi, aujourd'hui, l'agent ou l'agente de sécurité va pouvoir magasiner d'une certaine manière et être plus en phase avec ses propres aspirations, ses propres valeurs d'une certaine manière. Si un agent de sécurité se dit moi j'aimerais ça travailler dans un centre pédiatrique, ça me touche et j'ai envie de travailler à titre personnel dans un centre pédiatrique, il va avoir cette possibilité-là et il va se retrouver dans un endroit qu'il a choisi, dans lequel il peut se développer. Puis là, c'est autre chose que de se retrouver où on va dans un établissement par dépit ou parce qu'on n'a pas trouvé autre chose. Donc, je dirais que c'est en ça où la pénurie aujourd'hui est positive d'une certaine manière, c'est-à-dire que les agents ont du choix, peuvent aussi se développer, peuvent aller chercher ces formations-là aussi d'une certaine manière, peuvent demander à l'employeur, moi j'aimerais bien avoir cette formation-là. Donc, oui, il y a un côté positif et je pense que ceux qui ont le gros bout du bâton aujourd'hui, ce sont les employés, ce sont ceux qui sont à la recherche. Mais encore une fois, en ayant toutes ces compétences, le niveau d'employabilité va augmenter. Puis en augmentant ce niveau d'employabilité, c'est sûr qu'on devient beaucoup plus attractif et on a plus de choix. Ah, oui. Ça va de soi, ça va ensemble. Hein? Effectivement. Ensemble. Excellent. Bon, je vous remercie énormément pour cette réponse. Puis c'est intéressant de vous avoir en tant que personne impliquée dans le programme de formation et aussi en tant que gestionnaire de ressources humaines. Je trouve que c'est un beau combo.
Merci beaucoup pour vos réponses. Est-ce que vous avez un mot de la fin pour notre auditoire? Mais moi, j'ai envie de dire, vous savez, j'ai beaucoup travaillé avec des agents administratifs, j'ai eu l'occasion de travailler avec les agents de sécurité. J'ai beaucoup travaillé avec ce que j'appelle, moi, un petit peu les parents pauvres du réseau de la santé, c'est-à-dire souvent ceux qui sont un petit peu oubliés, les agents de salubrité, etc., que souvent, là, on va pas les voir, alors qu'ils sont essentiels, ils sont nécessaires au bon fonctionnement du réseau de la santé. Donc, j'ai envie de m'adresser à tous ces parents pauvres du réseau de la santé, en particulier aux agents et agents de sécurité, qui font tous un travail formidable, qui font ce qu'ils peuvent, qui n'est pas toujours facile, surtout dans le réseau de la santé, qui envoient des vertes et des pas mûres. Et j'ai une pensée pour eux en disant, ben, lâchez pas. C'est le moment justement d'aller, si vous voulez vous développer, il y a tout un potentiel derrière ça. Puis de se développer, ben, c'est aussi se revaloriser d'une certaine manière, j'ai envie de dire, et de montrer que ben, on est nécessaire. Et je pense que ça va être ça le mot d'ordre, entre guillemets, de la pandémie, c'est qu'on s'est rendu compte. On a parlé des anges gardiens à un moment, là, je ne sais pas si vous vous souvenez. Euh, il était temps qu'on parle un petit peu de tout ce monde-là. Ben, les agents de sécurité sont aussi des anges gardiens. Il ne faut pas les oublier, cela, c'est vraiment important. Donc, c'est un petit peu le mot que je voudrais adresser à toutes et à tous. Exact. Merci énormément, M. Lucas. Ce fut très instructif. Et puis, je vais mettre un lien dans la description pour tous ceux et celles qui aimeraient s'inscrire à la formation SIAMS ou pour aller chercher de l'information. Donc, merci pour cette intervention, monsieur. Merci à vous. Merci. Je vous en prie. Mon nom est Grazielle Lacharme. Si vous recherchez de l'emploi dans le domaine de la sécurité, rendez-vous sur 10-4database.com, qui est le site d'emploi réservé pour les agents de sécurité certifiés. L'inscription est gratuite. Tout ce dont vous avez besoin est votre BSP valide et votre CV. N'oubliez pas de liker, commenter et partager cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Nous sommes aussi sur Facebook, Instagram, LinkedIn et Twitter. Venez nous encourager. Merci, cher auditoire, pour votre présence et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode de Parlons Sécurité.